Bienvenue à Cuba, la plus grande île des Caraïbes. Une mer azur, des plages paradisiaques, ces paysages révèlent pourtant une histoire meurtrie. Avant la colonisation, l'île est principalement habitée par les Taïnos et les Siboney. C'est eux qui vont avoir le privilège de rencontrer la fameuse diplomatie à l'européenne. Ainsi, du XVe au XIXe siècle, les Espagnols investissent l'île et y développent le christianisme et l'économie du sucre. Pourtant, la population se révolte dès 1868, au travers de la guerre des 10 ans et la guerre d'indépendance. C'est notamment lors de ces combats que le héros national José Martí s'illustre, puis perd la vie à la bataille de Dos Rios. Cuba s'affranchit alors des Espagnols, mais trouve un nouveau maître. En effet, les USA interviennent entre 1898 et 1902. Il sera même signé le Platt Amendment, autorisant dès lors l'ingérence des États-Unis. C'est l'instabilité politique et la corruption qui vont se développer pendant les 30 premières années de l'influence américaine. Et c'est dans ce contexte qu'un certain officier de l'armée va creuser son nid. Un certain Batista, il mène d'abord la révolution des sergents, et grimpant petit à petit la montagne, il devient chef du pouvoir militaire. La politique aussi voit son ombre planer, car dans les coulisses, il dirige tout depuis 1936. Mais ce n'est qu'en 1944 qu'il sera réellement élu président. Avec l'avènement de Batista, une constitution est adoptée en 1940 qui persistera jusqu'en 1959. Cette vingtaine d'années est marquée par de fortes inégalités sociales. Une minorité, aux affaires, avec les États-Unis, concentre le pouvoir et les richesses, tandis que la majorité peine à avoir accès à l'éducation et à la santé. Économiquement, Cuba est spécialisé, d'abord en agriculture avec le sucre, dont 80% s'exporte aux États-Unis. Ensuite, le tourisme, la Las Vegas tropicale qu'est la Havane, attire les voyageurs aisés. Ces deux secteurs profitent des bas coûts du travail. Ces emplois ne nécessitant pas de main-d'œuvre qualifiée, les travailleurs sont interchangeables. Et le profit ne finit donc pas dans leur poche, mais bien dans celle des propriétaires des hôtels ou des terres agricoles. C'est ce contexte inégalitaire qui pousse un certain Fidel Castro à prendre les armes. C'est un avocat formé à La Havane, jeune et plein d'idées révolutionnaires. Il attaquera une caserne à Santiago en 1953. Arrêté suite à cet échec, c'est en exil au Mexique qu'il rencontre Ernesto Guevara en 1955. Le Che est quant à lui un médecin argentin idéaliste et marxiste. Contrairement à Tolstoï, il est persuadé que seule la lutte armée peut sauver les peuples de l'aliénation et du grand capital. Alors, en 1956, ces deux révolutionnaires débarquent à Cuba, avec 80 hommes. La plupart seront tués, mais les survivants gagnent les montagnes. C'est le début de la guérilla. Au fur et à mesure, le mouvement prend de l'ampleur. Batista, lui, perd peu à peu son influence. En effet, Castro convainc, persuade et gère le politique. Le Che agit plus comme militaire et stratège. Il représente l'idéologie révolutionnaire. Là où Fidel voit son pays, Ernesto voit le monde. Patria o muerte. Cuba se lève, les affrontements cessent. Le 8 janvier 1959, les guerrilleros entrent victorieux dans la Havane. Alors voici le temps des réformes. Sociales d'abord. L'éducation sera gratuite et universelle. Une bonne manière d'augmenter l'alphabétisation ainsi que promouvoir le régime. La santé sera gratuite et généralisée. La mortalité infantile diminue. Gros point sur la médecine. Ils sont vraiment bouillants. Au travers de son histoire, Cuba enverra plus de 60 000 médecins à l'étranger. C'est d'ailleurs le pays avec le meilleur ratio médecins-infirmières par habitant. Maintenant au niveau politique, c'est parti unique et pas de liberté de presse. Ainsi, Cuba se rapprochant du communisme, l'île coupe les ponts avec les Américains. Le gouvernement nationalise les banques, les industries, les entreprises. On passe à une économie planifiée socialiste. L'inconvénient, c'est que Cuba peine à subvenir à ses propres besoins. Son sucre contre des ressources, provenant de l'URSS désormais. Mais comme vous le savez, la présence d'un gouvernement proche des idées de l'URSS et proche des côtes américaines, ça ne fait pas bon ménage. D'abord l'embargo, maintenant la crise des missiles de 62, les relations entre le continent et l'île ne vont pas en s'améliorant.
Pourtant, Cuba progresse et connaît une certaine stabilité sociale de 1970 à 90, bien que toujours sous perfusion soviétique et dépendant de sa culture du sucre. La chute de l'URSS fait perdre à Cuba 80% de son commerce extérieur. Pour pallier, Castro ouvre le pays au tourisme et autorise quelques petites entreprises privées. Pour compliquer encore la situation, la loi Helms-Burton de 1996 a renforcé l'embargo américain. Super! C'est ce qu'on appelle la période spéciale. Dans les années 2000, Cuba a connu une transition politique majeure. Fidel laisse progressivement le pouvoir à son frère Raúl, plus enclin à renouer avec les relations avec les États-Unis de Barack Obama. Finalement, depuis 2018, l'île est dirigée par Miguel Díaz-Canel. Si le Parti communiste reste au cœur du pouvoir, c'est surtout sur le terrain économique que se jouent aujourd'hui les principaux défis de Cuba. Commençons par voir ce que le pays produit. En ce qui concerne le secteur agricole, il représente 0,8% du PIB de l'île, axé principalement sur la culture du sucre, soit un demi des terres cultivées, bien qu'en nette décroissance. L'exploitation minière se limite à l'extraction de nickel et de cobalt, avec le nickel comme principal produit d'exportation qui perd progressivement de l'importance à cause de l'évolution des cours mondiaux et l'obsolescence des usines nationales. L'industrie se concentre sur l'agroalimentaire, la production de ciment, de textiles, de tabac et de machines agricoles. Le rhum et les cigares en tête de file pour les touristes, car c'est bien le tertiaire, soit le secteur des services qui fait vivre Cuba. En effet, ce secteur représente 74,6% du PIB et emploie 67% de sa population active. Le tourisme a souvent été un apport économique important pour l'île des Caraïbes, mais ce secteur souffre depuis la crise du Covid et ne semble pas aller en s'améliorant. La vie à Cuba est complexe à décrire. Parlons des conditions de vie. Au niveau de la santé, Cuba n'est pas à plaindre. Ils ont de bons médecins et en nombre. Ils ont développé leur propre vaccin pour le Covid, chose que même la France n'a pas réussi. Par contre, un problème survient. La pénurie de médicaments qui est de plus en plus problématique. En termes d'éducation, Cuba ne se porte pas si mal. Nous recensions en 2020 un taux d'alphabétisation de 100%. Mais Cuba survient encore des réformes révolutionnaires. En termes d'emploi, l'île n'est pas à plaindre en effet. Le taux de chômage statue à 1,7%. En réalité au double, mais cela reste décent. Il faut bien comprendre le poids de l'interventionnisme de l'État dans les affaires courantes. Il est omniprésent. Pourtant, depuis la chute de l'URSS, c'est le paradoxe. L'État veut toujours son contrôle sur le peuple, mais n'a plus les moyens de maintenir des niveaux suffisants de services publics ou d'opportunités économiques. Allons plus en détail. Les services publics à Cuba sont désastreux. La gestion inexistante des déchets laisse la capitale comme une poubelle à ciel ouvert. L'électricité est rare dans les campagnes et villes moyennes, souvent moins de 2 heures par jour. Même dans la capitale, les coupures sont courantes. Vive les générateurs. Ensuite, l'immobilier est sous la tutelle de l'État. Il vous suffit de vous balader 5 minutes à La Havane pour voir cette magnifique architecture tombée en ruine. Pour être honnête, je ne sais pas si le quart des bâtiments de la capitale sont habitables tant les infrastructures sont délabrées. À cause de la détérioration des bâtiments, il est commun que des Cubains soient délocalisés dans des espaces qui ne sont même pas des habitations. L'appartement de la vieille Havane où elle vivait s'est effondré. Le gouvernement, tout le monde est venu ici et personne ne règle le problème. Les autorités cubaines ont certes relogé Félicia. Mais le lieu est, comment dire, pour le moins inadapté. Finalement, à La Havane, un expatrié français a acheté une maison pour 20 000 €. Une bonne affaire, surtout si l'on considère que le gouvernement, dans ses registres, n'en reconnaît qu'une valeur symbolique de 300 $. Même avec l'immobilier, le marché noir est nécessaire. Maintenant, l'approvisionnement. Les pénuries sont problématiques depuis le Covid, laissant les étalages vides, ou presque. La population doit alors se tourner vers les MIPIM, soit des supérettes privées avec des produits alimentaires provenant majoritairement de l'Amérique latine. Problème, les produits sont trop chers pour un Cubain. L'huile d'olive, c'est combien? Ici, les produits proviennent en majorité du Mexique, de Chine ou du Brésil. Ça, par exemple, ça vaut 5000 pesos.
J'ai pas les moyens de l'acheter. Mon salaire par mois est de 6 580 pesos. Il ne me resterait plus que 1 500 pour vivre. Ça vaut 5 000 pesos. En effet, la majorité de la population travaille pour le gouvernement la semaine, pour un maigre salaire. Beaucoup cumulent alors un second travail le week-end, dans le privé cette fois, où 2 jours de labeur équivaut le salaire d'1 mois avec le gouvernement. En semaine, il travaille pour l'État en tant qu'ingénieur urbaniste et le week-end, il a un deuxième emploi. En seulement 2 jours, Machado gagne l'équivalent d'1 mois de salaire. Finalement, ce qui est le plus perturbant sur cette île, ce sont les inégalités. Imaginez des rues insalubres, des bâtiments en piteux état. La misère, quoi. Et tout à coup, au détour d'une rue, un bâtiment neuf. Des gens rigolent en terrasse. Ils paraissent loin des problèmes cubains. La vie paraît paradisiaque au détour de ces hôtels et cafés de luxe. Seulement, rares sont ceux qui ont les moyens de s'y rendre. Le peuple, lui, ne peut qu'en rêver. On y voit presque 2 mondes distincts. Une réalité, même l'argent n'a pas la même valeur en fonction de celui qui le porte. Cela rappelle son ancienne politique, à 2 monnaies. Pour résumer, pour la plupart des habitants de l'île, l'État contrôle tout, mais ne gère rien. Sauf les pénuries, et c'est là toute l'ironie. En effet, la gestion des ressources est peut-être un moyen de garder un contrôle sur la population. En contrôlant la faim, on étouffe aussi les contestations. Évidemment, les fournisseurs privés existent, et de plus en plus pour combler les trous laissés par le recul de l'État. Mais les produits importés subissent les taxes, et leurs prix exorbitants ne permettent finalement qu'à très peu d'en profiter pleinement. À cause de l'ensemble de ces problèmes, la colère éclate à La Havane en 2023. Les manifestants réclament plus de liberté et du pain. La révolte sera pourtant matée dans la violence, laissant les Cubains, encore une fois, sans voix. Petit point comportemental pour alléger. La culture cubaine a évidemment évolué au cours de son histoire, mais commençons avec la Révolution. Castro et le Che développent l'idéologie patriotique et la solidarité des peuples. Ces caractéristiques étaient pourtant déjà présentes du fait des colonisations et ingérences des pays étrangers. Par la suite, les conditions de vie des dernières décennies ont poussé le peuple vers une forme de résilience collective. En effet, les faibles moyens et le peu de solutions forcent les Cubains au faire avec et à l'adaptation constante. Socialement, des caractéristiques comme l'improvisation et la débrouillardise sont autant mises en avant qu'il n'y a de problème à régler. Ensuite, la société cubaine est empreinte d'esprit communautaire. La population, pour vivre ou survivre, se doit de coopérer et s'entraider, loin de l'individualisme à l'occidental. Ainsi, les réseaux familiaux et de voisinage apparaissent comme de nouveaux piliers sociaux. C'est là que la solidarité organique s'oppose au contrôle institutionnel. Pour illustrer, imaginez les logiques familiales italiennes du siècle dernier. La famille soudée peut s'en sortir. À Cuba, l'individualisme tue. D'ailleurs, cette logique s'exprime aussi au travers de la culture. Le partage et l'expression émotionnelle sont éminemment valorisés. En effet, les musiques et danses cubaines sont évidemment portées sur l'échange et l'extériorisation des ressentis. Une manière d'équilibrer et relativiser les difficultés de la vie quotidienne. Ainsi, la joie et sa manifestation sont au centre de la culture cubaine. Leur tempérament et leur situation poussent les Cubains à user d'ironie et de sarcasme, sans doute une autre stratégie de régulation, renforçant encore les liens communautaires et le détachement de l'État. Pour finir, le peuple cubain est très fier de son pays, de sa révolution, de sa communauté. Pourtant, c'est l'exil. En effet, la jeunesse cubaine fuit le pays, rêvant d'un avenir meilleur pour eux et leurs familles. Entre 2021 et 2024, entre 10 et 13% des Cubains ont quitté l'île, souvent pour leurs voisins. Ce phénomène accélère le vieillissement de la population, car le taux de natalité recule et 80% des émigrés ont entre 15 et 59 ans.